Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Aujourd'hui, je reçois un acteur des plus atypiques du cinéma français. Il est resté au box-office derrière Harry Potter pendant des semaines avec son film Les Petits Mouchoirs. Devant Harry Potter. Mais c'est énorme. Donc je reçois Monsieur Joël Dupuche. Joël, comment vas-tu? Mais plutôt en forme, hein. Arcachon il est toujours beau. Donc moi je suis bien. Tu es bien? Bon alors, quelle aventure extraordinaire qui t'est arrivée. Donc le tout début, ça a commencé avec Philippe Stark, en fait. Oui, c'est Philippe Stark qui m'a présenté grand designer international qui t'a présenté Guillaume Canet. Exactement. Et puis de cette rencontre est née une amitié, et puis de cette amitié est née une histoire, et de cette histoire, je me suis retrouvé à tourner dans ces films. Voilà. Et cette histoire a démarré à la Pointe du Château, au à café. La Pointe aux Chevaux. À la Pointe aux Chevaux. À la Pointe aux Chevaux. La Pointe des Châteaux, c'est à la Guadeloupe, c'est un très bel endroit. Ah oui. Non, c'est à la Pointe aux Chevaux. Non mais c'est vrai que toi c'est plutôt la Martinique. Oui, mais je connais bien la Pointe au Château aussi à la Guadeloupe. Et en fait, cette histoire a démarré sur un sketch téléphonique. Cette soirée là, où tu as montré un peu tes talents, Guillaume Canet. Je n'ai pas montré, on faisait les cons en rigolant. Ils ont décidé de faire un sketch au téléphone à Benoît Poulvord, qui est un garçon qui est plutôt très vif. Et il y a un des penseurs du sketch qui a dit Benoît, il va reconnaître notre voix. Et moi j'ai dit mais il ne connaît pas la mienne. Et donc c'est moi qui ai fait le sketch et ça a marché. Et Guillaume m'a dit tu joues super, tu vas tourner à mon prochain film. Voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis retrouvé dans Ne le dis à personne, à faire le chauffeur kidnappant François Cluzet, avec Olivier Marchal qui est un testerin. Que je connais bien. Exactement. Mais il y a une petite anecdote d'ailleurs sur ce film. Tu n'as pas eu un petit problème de conduite? C'est pas vraiment un problème, c'est que j'étais tellement stressé sur mon jeu, qui est un jeu important, que j'ai freiné un peu tard et que je suis rentré dans le cul de la voiture d'en face. Voilà, de la voiture qui me précédait. Et ça a fait encore plus vrai que nature, je crois même que c'est la prise qu'ils ont gardée. Et oui, mais c'est la prise qu'ils ont gardée, alors qu'elle n'était pas prévue dans le film. Mais en fait, j'aurais dû m'arrêter un peu avant, traiter le mec d'un nom d'oiseau assez commun, et puis finalement, dans l'énervement, j'ai percuté. Alors, on parlait de la Martinique tout à l'heure, alors on va passer du coq à l'âne. La Martinique, pour toi? Mais la Martinique, c'est ma deuxième patrie, quoi, voilà. Si je pouvais plus vivre ici, je crois que je partirais vivre à la Martinique. C'est vrai? Ouais. Parce que tu as vécu dans plein d'endroits, tu as vécu à Cannes, parce que tu as travaillé non, mais chez j'ai travaillé, non, mais à la Martinique, t'as... j'ai vraiment vécu à la Martinique, j'ai travaillé, j'ai eu des relations avec des gens exceptionnels, et j'aime ce pays, j'aime la spontanéité, leur gentillesse, voilà. J'aime ce mode de vie, la douceur de vivre, leur manière d'aborder les choses. Et c'est un endroit où tu aimerais vivre? Ah, c'est un endroit où je pourrais vivre sans aucun souci. Plus que Cap Ferré? Ah non, pas plus que Cap Ferré, je suis au Cap Ferré, comme j'ai encore un peu de discernement dans mes choix. Non, mais le Cap Ferré, c'est mon histoire, donc je suis au Cap Ferré. Mais si demain, mon histoire venait à être balayée, je pense que je partirais vivre à la Martinique. Ah, vraiment? Ouais, voilà. Et la Côte d'Azur? Parce que tu as vécu à Cannes. Non, j'ai travaillé à Cannes. Non, tu as travaillé, oui. Je mais me suis formé à Cannes. travaillé, Non, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas Cannes, la même j'ai chose, beaucoup, oui, j'avais 23 ans. Je n'étais jamais sorti de ma campagne. Je me suis retrouvé dans cet univers cannois, dans un des plus beaux restos de Cannes, chez Astrid Brun. Que je connais bien. Entouré par Père Brun qui m'a mené tous les soirs bouffer dans les meilleurs restos, qui m'avait fait un pass pour les boîtes de nuit. J'étais Macadam Cowboy, j'étais un paysan qui arrivait à Cannes, j'avais ma bouteille au bar du whisky à Beauvau. J'étais le king de Cannes, donc je connaissais personne. Et tu faisais quoi chez Astrid? J'ai caillé des huîtres, je faisais un truc basique que j'ai toujours fait, j'étais marchand d'huîtres. Voilà. D'accord. Alors il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément de toi, c'est ta passion pour le jazz, pour la musique. Mais le jazz, en fait, j'ai eu la chance de croiser Maxime Saury quand j'avais 13 ans. Et puis je crois que très souvent on s'intéresse aux choses quand on a une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'était Maxime Saury pour le jazz. Et puis donc quand on connaît quelqu'un qui est connu, qui a fait des disques, d'un seul coup on se met à écouter. Et puis on part, et puis plus on goûte, plus on aime. Et puis plus on aime, plus on a envie de découvrir. Et donc c'est vrai que le jazz est une musique qui me passionne encore beaucoup. C'est une musique qui offre tout. Au point d'avoir monté une affaire
à une certaine époque. Oui, on avait Le port monté, de la Lune. alors j'avais monté le port de la Lune quand j'étais très jeune à Bordeaux, je m'étais associé avec Jean-Claude Bombezer. À l'époque, j'avais 23 ans, je n'avais pas de besoin, mais lui avait besoin d'un peu de sous. Donc j'avais mis des sous au port de la Lune en 1979, donc ça remonte à très longtemps. Et puis on a racheté l'affaire totalement avec deux autres associés en 1992. Et on a monté le comptoir du jazz en 1996. Et puis là, j'ai quitté l'association parce que je m'amusais. Alors que ça marchait très bien. Mais oui, mais quand on s'amuse plus, ça sonne rien. Donc c'est moins drôle. Ben, je pense qu'on ne peut pas se payer l'humeur. Enfin, voilà. Il n'y a rien qui justifie qu'on soit malheureux. Donc, Alors la notoriété, tu en parles dans ton livre, et tu dis que quelque part, tu as toujours été quelque part connu, parce que dans un tout petit village, tout le monde se connaît. Mais c'est vrai que moi, la notoriété, mon père était conseiller municipal, j'ai toujours eu des gens célèbres chez moi. Et un beau-frère député, un beau-père député, beau-père député, qui était Robert Catalet, qui est devenu mon beau-père. Donc j'étais un fils de notable de la campagne, connu par tout le monde dans son village. Après, c'est une histoire de cercle. On est connu par 120, après par 240, après par 480. C'est des progressions géométriques. Il se trouve qu'aujourd'hui, le film Les Petits Mouchoirs m'a amené une notoriété beaucoup plus grande, mais plus anonyme. Oui, mais c'est une notoriété comme ça, d'impression. Alors qu'il y a des notoriétés plus pesantes que celle-là. Oui. Parce que les notoriétés de petits villages, justement, on est beaucoup plus dans la cible, on est beaucoup plus dans la cible des gens désagréables. Une notoriété de cinéma, c'est que sympathique, c'est des gens qui vous font des sourires, qui sont sympas avec vous, donc ça va. C'est clair. Alors justement, cette notoriété, parce que depuis les petits mouchoirs, ça a explosé pour toi. Ça a explosé, il y a des gens qui me font des signes comme ça, que c'est super, merci, hein, c'est super gentil, c'est des sourires, de la gentillesse. S'il n'y avait que ça comme notoriété difficile à porter, je la souhaite à tout le monde. Alors ta marionnette au Guignol, parce que quand tu as su que tu allais avoir une marionnette au Guignol, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a un petit peu plus inquiété. C'est un peu une consécration avoir sa marionnette au Guignol. Mais il paraît, mais je ne savais pas du tout. Non, ici. Et un de mes copains du Sud-Ouest, du Sud-Ouest me téléphone et me dit, tu me fais des cachotteries. Et j'écoute, je ne suis pas trop le genre. Il me dit, tu as ta marionnette au Guignol à partir de mercredi soir, on était lundi soir. Et là, ma première réflexion a été, oh putain, parce que... T'as eu peur? C'est pas que j'ai eu peur, parce qu'une fois qu'on relativise... Parce que tu sais quand même que c'est secondaire, et voilà. Ça y va, ça envoie. Et mon copain rajoute, mais ils t'ont pas demandé l'autorisation. J'ai dit, tu penses qu'ils ont demandé à Bayrou l'autorisation pour l'allumer tous les soirs? Je pense pas. Et il me dit, ah oui, c'est vrai. Et donc l'inquiétude, c'est que le personnage que l'on met au Guignol pourrait passer pour un crétin complet. C'est-à-dire que le côté moralisateur du personnage de Jean-Louis, ils auraient pu en faire une caricature affligeante, me faisant passer le personnage pour un abruti complet. Mais là, je me suis rassuré en me disant, de toute manière, ceux qui me connaissent, j'espère, savent que c'est pas vrai. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, ben, c'est pas très grave puisque je ne les vois pas. Donc ce qu'ils pensent de moi, ben, c'est pas très gênant. En fait, même si on s'est fait allumer, c'est pas vrai. Si on n'est pas un personnage public, au sens grand public, c'est moyennement gênant. Mais les Guignols ont été extrêmement sympathiques. Ouais. Enfin, avec moi, avec le puis alors, personnage. ils t'ont mis un nom à rallonge quand même. Jean-Louis, le gars des huîtres des petits mouchoirs. Déjà, c'est pas facile à prononcer, il y en a plein que j'oublie. Il faut prendre sa respiration avant. Exactement. Avant de prononcer. Et en plus, ils ont fait un personnage qui est beaucoup plus joli que moi en réalité. C'est vrai. C'est bien. Bon, et tes copains au Cap Ferré, ils te chambrent pas trop quand tu passes au Guignol, le lendemain, dans les bars? Si, il y a des périodes toujours un peu... Il y a des périodes toujours un peu chaudes, il y a toujours des bonnes âmes qui ont des bons mots pour dire tiens mais c'est bizarre, t'es réussi, t'as plutôt un physique de radio, t'appelles Hollywood le matin quand t'arrives, Jean-Louis le Guignol, c'est la vie comme ça, on peut pas dire avec. Hein. Oui. Alors est-ce que tu penses que le fait que tu aies justement ta marionnette au Guignol, ça vient uniquement de ton rôle avec Petit Mouchoir ou de ta personnalité? Parce que tu as quand même une gueule et une personnalité un peu atypique. Je pense vraiment que ça vient du film.
Non, mais je pense que ce film. Tous les acteurs du film n'ont pas eu leur marionnette au Guignol. Non, mais D'accord avec moi. c'est le côté moralisateur qu'ils ont voulu mettre à toutes les sauces. Il fallait après que le personnage rentre dans des séries de films comme Star Wars. Et en fait, dans tous ces films où il y avait des conflits, il y avait l'apaiseur de conflit qui arrivait et qui calmait. C'était le Jean Louis et tout choix. Donc c'était, voilà, je pense que c'était une opportunité et une initiative très sympathique de leur part. Voilà. Et ça fait rigoler tes amis ou ça fait quoi? Ah ben ça m'a fait C'est rigoler. plus des moqueries en te disant putain je t'ai vu hier soir au Guignol, machin. Non, c'est ça, il y a eu de la surprise, il y a eu de tout, mais bon, moi ça m'a fait très plaisir. Non, mais il n'y a pas eu de. Mes vrais amis, je les crois pas suffisamment bêtes pour me chauffer comme ça. Tu chambres pas un peu, non? Ah non, si ça chambre, Si, mais ça il chambre. n'y a jamais de méchanceté. Ah, mais c'est pas méchant, mais ça chambre. Non, mais oui, il y en a, on aura toujours. Alors, le fait qu'il te soit arrivé tout ça, parce que c'est quand même incroyable quelque part, hein, ce qui t'est arrivé. C'est incroyable. Tu passes de l'ostréiculture au cinéma et tu finis au box-office. Qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis des gens qui t'entourent, les gens qui vivent autour de toi, tes amis, tes proches? Comment ils ont vécu tout ça? Rien. Rien du tout? Non, vraiment. Non, rien. Si, je pense que ça va être parfois pesant pour ma femme et ma fille quand on se balade et qu'il y a des gens Que qui les gens arrivent en connaissent. disant bonjour, est-ce qu'on peut faire une photo? Bon, quand c'est une, mais quand c'est 25, voilà, mais quand c'est 25, au bout d'un moment, même si ça n'a jamais été le cas, ça pourrait paraître lourd, mais c'est pas celui qui la demande, c'est pas la combienième fois ça fait, donc on ne peut pas lui reprocher. Et puis globalement, s'il suffisait de donner 3 secondes de disponibilité pour rendre quelqu'un heureux, mais je suis prêt à le faire pendant des heures par jour. C'est bien, c'est une très très bonne philosophie. Du livre de Joël Dupuche, Sous la vague du bonheur. Sur la vague du bonheur, nous sommes toujours avec Joël Dupuche, en direct de chez Diego à Arcachon. Joël, l'ostréiculture, pour toi c'est quelque chose d'important, c'est toute ta vie. Avec la carrière que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente encore dans ta vie? Ben, ça représente toujours ma vie. Il faut savoir Toujours que ta vie. le cinéma pour moi, c'est à peu près 10-12 jours tous les 2 heures. Donc c'est pas vraiment une activité. Il y a eu 4 ans entre les deux films. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des opportunités. Après, c'est plus des aventures, plaisirs que je vis que des boulots. Mon vrai boulot, c'est les huîtres. Et ma passion, c'est les huîtres. Est-ce que ça t'a amené de nouveaux clients, un engouement un peu? Ça pense- fait bien de prendre les huîtres chez toi? Non, je pense que ça facilite l'accès. Ça peut faciliter l'accès aux décideurs. Voilà. Ouais. Oui, donc une, quelque part c'est. Ben, si tu veux, un petit plus. quand j'arrive dans un restaurant et que je dis bonjour, est-ce que je pourrais parler au directeur d'exploitation? C'est vrai que le mec me regarde un peu comme s'il avait un écran de cinéma en face. Et que je pense qu'il doit aller dire et il y a un acteur qui veut vous parler. Alors que moi je vais presque parce que je suis acteur, je vais pour vendre mes suites. Et donc l'accueil c'est plus facile, oui, bien sûr. Mais c'est la notoriété qui génère ça. C'est vrai. Et le bassin d'Arcachon, alors pour toi c'est quoi? C'est toute ta vie? Oh ben, c'est le paradis sur terre. Je Oui. suis parti pendant quelques années tout en y revenant régulièrement. Je me suis baladé à peu près dans le monde entier sauf en Amérique du Sud. Ouais. Et c'est vraiment un des plus beaux endroits du monde. Et quand on regarde encore le plus bel endroit du monde, puisque j'y pense, vous regardez un coucher de soleil depuis la corniche au Pilat, et vous voyez bien qu'on est dans le plus bel endroit du monde. C'est un des sites qui disent tout le temps où la lumière est extraordinaire, quel que soit le temps, c'est jamais la même vue. C'est rare d'avoir un espace aussi mouvant, aussi changeant et aussi beau en permanence. Et aussi surprenant à 5 minutes de différence. Ça existe nulle part. Ça existe. Et des deux côtés, tu viens un peu sur côté Arcachon, non? T'es plus côté non, Cap-Ferret, je viens, enfin à Arcachon, à Arcachon-Ville, je ne viens pas souvent. J'y venais pour passer les visites médicales de la marine. Donc j'arrivais avec le bateau à la jetée d'Aïrac, je traversais, j'allais à l'inscription maritime qui était derrière, je passais ma visite et je repartais de mon côté. Mais bien sûr que j'ai eu l'occasion de partager avec quelques joyeuseries arcachonnais des grandes de nuit à l'époque de l'Esteille à la Teste. Mais j'ai vu parce que tout à l'heure dans tes dédicaces, tu disais bonjour à tout le monde, tu avais plein de potes ici qui avaient de ce côté-là. Mais le monde de la nuit permet de croiser des gens dans des situations très décontractées finalement. Donc
la relation s'établit plus vite. Non, et puis c'est des institutionnels, comprennent Moulou, comprennent Nani, c'est quand même des institutionnels du coin, donc on se connaît. C'est clair. Mais pour t'imposer en tant qu'ostréiculteur, tu as eu des périodes un peu compliquées, notamment avec ton père par rapport au nom. C'est-à-dire, je me suis joué le dé, machin. Voilà, je me suis engueulé avec mon père à 27 ans, Ouais. parce que mon père était un homme fort et grand homme. Et comme dans les poulaillers, il n'y a pas de place pour deux coqs, voilà quoi. Et j'étais pas assez gaillard pour le gicler, donc c'est lui qui m'a giclé. Et puis on s'est retrouvés après. Et alors, tu as fait quoi à ce moment-là? Mais après, c'est là où tu es repris... parti à Cannes? Non, là, non j'étais parti à Cannes bien avant, et j'ai Ouais. repris l'affaire familiale en 88. Et puis j'ai essayé de la faire vivre, mais tant bien que mal, jusqu'en 2008, après la crise des souris. Oui, parce que vous avez eu plusieurs crises. Il y a eu d'abord la mort des huîtres. Ah ben, notre culture, on a connu dans les années 60 la mort des Ta mère plaques. t'a motivé, Ouais, elle toujours. disait toujours. Ah, mais même à une époque où j'étais gamin, ma mère, quand elle était ruinée, disait pas grave, on repart, on est parti à l'aérienne, donc on peut repartir, on a deux bras, deux jambes, la vie nous appartient. Et toi, tu le voyais comment à ce moment-là? Tu disais, maman, elle a dit ça, donc on y va à fond? Disons que la chute faisait partie du jeu, donc quand on tombe, on se relève et puis on revient, quoi. Oui. Voilà, c'est un comportement normal. L'ostréiculture a toujours traversé les crises de 64, de 72, de 75, 78, 85. Donc, on a eu avec Marc Druard, qui était un copain ostréiculteur, la quantité de fois où on se téléphonait, voilà, en se disant, t'as vu le captage qu'on a eu cette année, on va faire champagne, c'est là qu'on explose. Et boum, il y avait une merde qui tombait en février-mars, une tempête, et tous les espoirs et toutes les projections qu'on avait fait, il fallait les revoir à la baisse, et on se prenait une claque mémorable. Bon, c'est un métier qui donne ça. Mais ça façonne la tête, et puis ça permet de vivre après des choses plus compliquées que j'ai vécues après. Alors, le test de la souris, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Le test de la souris, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est une énorme merde, fabriquée par un tas d'imbéciles de cyniques et de poulains. Voilà. Et ça a plombé la profession, beaucoup plus que ça n'a protégé le consommateur. Et ça n'a aucun intérêt, on n'en parle plus, il n'existe plus aujourd'hui. Oui. Voilà, on passe à autre chose. Ça a été un mauvais moment. Mais c'était un mauvais moment parce que ça m'a obligé à arrêter une entreprise familiale. J'étais la 7e génération et c'est moi qui ai arrêté. Et arrêter l'histoire, Et ça fout les boules. ouais, je crois que ça m'a plus foutu les boules que n'importe quelle chose. Alors, on va repartir dans tant qu'acteur quand tu dis le rôle de Jean-Louis s'est effacé au rythme des marées. Attends, je ne sais plus comment tu dis Oui, ça. mais c'est vrai qu'au rythme C'est des retiré au rythme des marées, petit à petit, tu as repris ta vie. Mais bien sûr, parce que d'abord, je ne l'ai jamais Alors, quitté. Je crois que contrairement aux autres C'est acteurs, très beau parce que moi je suis resté scotché sur cette phrase dans ton livre. mais contrairement Je aux trouvais autres ça acteurs, génial. les autres acteurs, ils étaient déracinés pendant 3 mois, Mm. puis d'un seul coup, ils reviennent dans leur environnement. Moi, en fait, je travaillais le matin, je tournais l'après-midi, et puis c'est vrai que quand j'ai arrêté de tourner l'après-midi, la pression du film et l'histoire du film, elle a disparu tout doucement comme une marée qui descend, et C'est très joli. il n'y a pas eu de souffrance. Quoi, voilà. Il y a Ouais, pas eu de non, mais souffrance. c'est très très Alors joli. que je pense que pour des acteurs qui arrêtent de tourner quand ils sortent d'un film et qui n'en ont pas un autre derrière, d'un seul coup, c'est de se retrouver vraiment de la lumière à la nuit. Et je pense que ça doit être difficile. Difficile, mais pour tout le monde, difficile à vivre. D'être d'un coup surbooké avec une pression d'enfer, une attention de tout le monde, d'être le centre du monde, parce que les acteurs sont le centre du monde. Mhm. Et puis d'un seul coup, on vient chez soi, on remplit sa machine à laver, on fait son linge, on est monsieur tout le monde. Ouais. Sauf que pendant 3 mois, on était un personnage exceptionnel. Et je pense qu'il faut que les gens aient un mental énorme pour tenir et pour garder en permanence leur marque. Voilà. Mais je reprends cette phrase parce que tu as quand même un côté très poète. Tu aimes la poésie. Ouais, j'aime beaucoup la poésie. Parce qu'en fait, tu es un personnage, tu vois, genre rugbyman, machin, tout. Mais tu as quand même un côté très sensible. Mais j'ai Parce que presque, quand on j'ai lit ton presque livre, trop de tu reprends des sensibilité. poèmes, des chansons, tu fais des références à Brel et tout ça.
Donc tu as quand même un côté très... Mais c'est pas parce qu'on est ostréiculteur qu'on ne peut pas être sensible. C'est pas parce Oui, qu'on tout à fait fait. 120 kilos qu'on ne peut pas être sensible. Non, sans C'est dégoût. 100, ouais, sans dégoût, ça va aussi. Non, 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 mais la sensibilité, c'est la curiosité. Et je crois que tout le monde en a. Mais très souvent, c'est comme la musique. Je parlais de jazz tout à l'heure. Je pense que si on n'est pas sensibilisé à la poésie, on ne va pas forcément s'intéresser. Mais si on commence à en lire et qu'on trouve de belles choses, et ben on va s'intéresser. Moi, quand j'avais 14 ans, on jouait de la guitare, des chansons tristes autour du feu. Et c'était l'époque où on lisait Prévert, paroles de Prévert. Bon, c'était des poèmes courts pour les feignants. On arrivait à les apprendre avec trois syllabes. Mais c'est une introduction à la poésie. Et puis quand on commence à lire ça, après on lit autre chose, et puis on lit encore autre chose, et puis on lit encore autre chose, et puis on lit des auteurs, et puis voilà. Et puis comme les grands auteurs, si ce sont des grands auteurs, c'est que quand même ces gens-là n'ont pas dit que des choses comment dire, banales. Ben, je pense que c'est intéressant de les lire, et puis d'essayer d'en tirer un peu ce qu'ils racontent. Non, tu as plein de multifacettes comme ça en toi. Bah, La c'est- fête avec les potes, le cinéma, l'ostréiculture, la poésie, le jazz. Donc finalement, je pense que Guillaume Canet ne s'est pas compris, ne s'est pas trompé, je veux dire, tu es vraiment, t'es vraiment un artiste, quelque part. Je sais pas si je pense pas que c'est Si. un artiste. Si, quelque part, tu étais fait pour ça. Si on appelle ça artiste, oui. Si. Mais est-ce que s'extasier devant un lever de soleil qui est beau, c'est être artiste? Ben, je pense que quelque part, ça te donne une certaine sensibilité. Mais donc, Que il y a des tas peut-être d'artistes. oui, Il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est beau parce que c'est normal. qui ne le voient pas, en tout Parce cas. que c'est normal. Voilà, qui ne le voient pas. Sauf que toi, tu le vois. Voilà. Je pense que si on avait tous les la matins différence. notre nourrice qui nous parlait en alexandrin, on ne saurait pas que la poésie est belle. On aurait l'habitude qu'elle nous parle en alexandrin. Et ben voilà, il faut à un moment savoir qu'il y a autre chose, qu'il y a des moments qui ne sont justement pas beaux, pour que quand il y a des beaux moments, se dire mais c'est un vrai beau moment. Voilà. Et si Oui, c'est mais- ça être poète, eh bien d'accord. Oui, Je mais tu respecte. sais le voir. Alors, tes projets au jour d'aujourd'hui, je crois que tu as tourné un autre film récemment. J'ai fini de tourner. Sortira en mars. J'ai fini de tourner ouais, en novembre un petit rôle dans un film qui je pense va être très beau, qui s'appelle Japelou et qui sortira en mars 2013. Un film de qui? Un film de Christian Duguay, qui est un réalisateur canadien. Je pense que ça va être un très beau film. Oui. Ouais. Et ça parle de quoi? Du cheval Japelou. D'un petit cheval qui a gagné les Jeux Olympiques de 1988 avec une belle histoire. Donc le cinéma, ça reste quand même une opportunité de carrière pour toi? Tu vas continuer? Avec toutes les opportunités qu'on me proposera et qui me paraîtront conformes à ce que j'aime, je dirais oui ou peut-être. Si ça ne me plaît pas, je dirais non. Bien sûr. Et la comédie? Parce que tu es drôle finalement, parce que moi j'ai passé un petit moment avec toi aujourd'hui. Tu as quand même une répartie extraordinaire, tu es quand même... Mais ça t'attirait? moi, je préfère la déconnade que la comédie. Mais la déconnade, c'est avec des potes. Bah, La comédie, ça se la remonte à comédie, stand-up. c'est de la Non, mais déconnade. je crois pas que je saurais le faire. Non? Tu crois? Je crois pas que je saurais aller capter un public indifférent pour pour l'amuser. Ce qui m'intéresse, c'est que ça, quand ça rebondit et que ça échange. Voilà. Ouais. Ouais. J'aime bien la déconnade. Bon, à part ça, tu as d'autres projets en cours? Les huîtres. Les huîtres, d'accord. Alors justement, puisque tu es ostréiculteur, on a une question piège qu'on pose maintenant à tous nos invités. Tu es plutôt huître ou plutôt moule? Tu vas Je suis me dire plutôt huître. huître. Je t'ai posé la question parce que je suis obligé, mais j'avais déjà la réponse. Oui, mais je suis pour les huîtres, je préfère les ovovivipares. Les ovovivipares. C'est-à-dire? Ah, mais t'as des questions Les connes, je te ovovivipares. réponds connement. Hein. Il y a les ovipares et les ovovivipares. Voilà. D'accord. Donc les huîtres, c'est les ovipares. Et les... Non, en fait, l'huître creuse est ovipare. Ouais. C'est-à-dire qu'elle L'huître pond des plate. larves, alors que l'huître plate est ovovivipare. D'accord. Voilà. Bah, on aura appris quelque Mais chose toi, aujourd'hui. tu vas sortir moins con aujourd'hui. C'est Ah. clair, grâce à Joël. Eh ben, Joël, je te remercie énormément. Et merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission spéciale VIP sur Bassin People TV. Aujourd'hui, on est avec Joël Dupuche, que j'ai eu énormément de plaisir à recevoir. En plus, il est du bassin d'Arcachon comme moi, donc c'est un grand plaisir. Et on reverra très certainement bientôt Joël avec nous.
Joël, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Salut.